Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de 123loger.com, votre partenaire pour louer un logement. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible, les résidences secondaires. Elles sont adorées par ceux qui en possèdent. Elles sont accusées de tous les maux par ceux qui cherchent à tout prix un logement permanent. Et désormais, dans le viseur de nombreux élus locaux, comme par exemple à Chamonix, où leur construction est dorénavant interdite sur au moins 90% du territoire de la ville. À Urugne, au Pays Basque, la fiscalité, elle grimpe et même elle explose, ou à Paris, où l'ancien maire du 10e arrondissement, Rémi Féraud, aujourd'hui sénateur et candidat au municipal 2026, souhaite leur interdiction dans les quartiers en tension, comme par exemple le 8e arrondissement. Et pendant ce temps, le marché explose, plus 33% d'intention d'achat cette année selon Green Acre. Alors, la résidence secondaire est-il un plaisir coupable, une menace pour l'équilibre local ou finalement un faux problème? Pour en parler, je reçois mes invités aujourd'hui. Bernard Cadot, ancien président d'Orpi. Bonjour Bernard. Bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous. Je reçois également à distance et depuis Clermont-Ferrand Christophe Demerson, ex-président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour Marc, bonjour à tous. Et enfin, Julie Doirin, toujours là, lobbyiste de l'immobilier. Bonjour Julie. Bonjour Marc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on parle souvent de résidence secondaire comme d'un privilège, mais aussi comme d'un bouc émissaire. Pour vous, pourquoi ce débat, il s'enflamme aujourd'hui, mon cher Bernard ? Il s'enflamme parce que vous l'avez dit, il y a plus 33% de demandes sur les résidences secondaires, et puis aussi parce que on est au cœur de trois intérêts contradictoires. Il y a d'abord les propriétaires de résidences secondaires qui disent nous on a notre droit de propriété. Il y a le patrimoine familial aussi, les fameuses maisons de vacances. Le deuxième intérêt, c'est celui des locaux, de ceux qui habitent ces régions et qui n'arrivent pas à se loger ou qui se logent très très difficilement et à des prix élevés. Donc ça aussi. Et puis il y a les collectivités locales qui, de fait, si les hivers sont déserts dans les villes, il y a moins d'écoles, il y a moins de commerce tout au long de l'année. La vie locale est en berne. Donc il y a cette difficulté de concilier ces trois intérêts-là. Tout ça sur un fond, quand même, qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, il n'y a pas suffisamment de logements ramenés à la demande. Si on était dans une logique d'abondance, je pense qu'on ne se poserait plus ce problème-là des résidences secondaires. On l'a calculé, ce nombre de logements manquants, c'est quasiment 1 million. Oui. Sauf qu'on ne fait pas grand-chose pour y remédier. Alors Bernard, donc on l'a dit, selon Green Acre, on apprend que les recherches de résidences secondaires, elles ont bondi de 33% début 2025, et ce malgré la hausse des taxes, des interdictions et la pression médiatique. Comment expliquez-vous cette résilience du marché ? Alors, il y a différentes raisons à ça, mais je crois que la principale, c'est que les difficultés de se loger dans de bonnes conditions à des prix raisonnables pour les résidences principales, dans les grands centres-villes et les grands centres urbains, font que si je suis locataire et pas très bien logé à Paris ou dans une grande ville, je vais aspirer à avoir une résidence secondaire dont je serai au moins propriétaire, parce qu'il y a ça aussi. On est locataire de sa résidence principale faute de pouvoir en faire l'acquisition. Et du coup, on sait que les Français ont une appétence particulière pour la pierre, se dire je vais être propriétaire de ma résidence secondaire. Et puis au passage, je serai dans un bel endroit, en Bretagne par exemple, là où il fait bon vivre. Christophe Demerson à Urugne, mais c'est le cas dans plein d'autres endroits, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires a été relevée de plus de 7% pour combler un trou dans le budget. Est-ce un choix légitime de la commune pour vous? Est-ce un signe d'un glissement vers une fiscalité ciblée, voire punitive? Je pense que ce problème de la fiscalité, il est au cœur de la totalité du débat sur le logement. Je reviendrai quand même pour élargir le débat. Je dirais qu'en France, on a la chance d'avoir
des territoires exceptionnels, des bâtis exceptionnels qui sont enviés de beaucoup d'endroits du monde, une diversité. On a parlé des maisons, on peut parler des Longères, on peut parler des maisons bretonnes, des maisons normandes, des maisons alsaciennes, des maisons auvergnates, partout. On a la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel, et je dis bien exceptionnel. Et ce qui est terrible, et les paysages qui vont avec. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale j'allais dire, déstabilisé les finances. Et aujourd'hui, on voit quoi ? On voit des politiques qui ont comme réflexe, d'augmenter la fiscalité. Et là, toutes les mesures seront bonnes, si vous voulez. C'est comme son chien, quand on n'en veut plus, on est capable de tout dire. Mais en réalité, ce qu'il faut voir derrière, c'est que c'est uniquement... J'allais dire, c'est le problème qui est des gens qui soient mal logés, qui galèrent pour se loger dans les lieux touristiques. Oui, mais est-ce que vous croyez que quelqu'un qui gagne 2000 ou 2500 euros par mois, il va pouvoir se payer une maison à Guétari à 3 millions d'euros? Je pense pas. Donc en réalité, on est en train d'habiller et de monter les Français les uns contre les autres, ce qui fait qu'au total, ça fera comme ça fait pour le logement, ça fera une belle série de perdants-perdants. Je pense qu'il faudrait revenir à la sagesse. On a la chance d'avoir un beau patrimoine, on l'entretient, et puis à côté de ça, on parlait, Marc, vous parliez des logements, et qu'il manque un million de logements. Oui, au total, mais d'un autre côté, on a aussi on a 1 million de logements, même plus, qui sont inoccupés parce qu'il n'y a pas de transport, parce que c'est des régions où on peut pas aller et où vous avez une vacance locative terrible, même à 2h30 de Paris. Je veux dire, vous allez à Vichy, ça vous fera froid, c'est une ville thermale. Ben oui, mais il n'y a pas de transport. Vous essayez de prendre le train pour faire Vichy-Paris, vous allez comprendre. C'est des trains qui ont 50 ans, qui sont à bout de souffle. Alors qu'on a un beau bâti. On a plein d'exemples comme ça, Christophe. Si je prends l'exemple que je connais bien de la Côte d'Opale, actuellement, si vous voulez passer dans votre résidence secondaire au Touquet, à part la voiture, il n'y a pas grand-chose. Avec les travaux de la SNCF qui vont durer encore jusqu'à l'été, vous avez raison, l'accès n'est pas évident. Je m'adresse à vous maintenant, Julie. Est-ce que la multiplication des surtaxes, ça dit quoi, ça, cette multiplication des surtaxes locales et ces propositions d'interdiction, comment vous l'analysez, vous ? Ça démontre surtout une absence de stratégie. On va prendre un exemple tout bête. Sur 2 régions que les Français affectionnent particulièrement, le Pays Basque et la Bretagne, sur une même problématique, sur de la résidence secondaire, selon les tribunaux, ça passe d'un côté et ça passe pas de l'autre. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que là, en fait, on éteint un feu de forêt avec des dés à coups de flotte. Évidemment. Allez, on va parler de... On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, ce qui se passe à Chamonix. Le maire, Éric Fournier, a fait adopter un PLU qui interdit toute nouvelle construction de résidences secondaires sur près de 90% du foncier encore constructible. Ce type de mesure peut-il faire école ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment spécifique à la montagne ? Bernard Cadot. Je ne sais pas si c'est spécifique à la montagne. En tout cas, c'est vrai que la montagne, c'est l'archétype de cet exemple où il y a majoritairement des résidences secondaires. J'avais envie de dire, peut-être aurait-il fallu qu'il dégaine un petit peu plus tôt, monsieur le maire de Chamonix, et qu'il n'attende pas qu'il y ait les 90% de concernés, tout ça, parce que oui, c'est un vrai sujet. Alors, il y a d'autres initiatives. Alors, pas très loin de Chamonix, c'est la Suisse. En Suisse, j'ai regardé, ils interdisent au-delà de 20% des résidences de la commune, les résidences secondaires sont interdites. C'est interdite. Voilà, maximum 20%. Et Dieu sait si la Suisse, c'est un pays de montagne, donc j'imagine qu'il y a des villes qui sont comparables à celles de Chamonix. Ça peut être une solution. C'est pas seulement de la contrainte, c'est aussi essayer d'avoir une approche un petit peu plus fine. Julie évoquait le Pays Basque. Au Pays Basque, on dit, notamment à Biarritz, on dit si vous apportez une location saisonnière, une location de vacances, vous devez concomitamment apporter une solution de location longue durée pour une résidence principale. Bon, il y a peut-être des solutions comme ça qui peuvent faire émerger un petit peu mieux et surtout moins de conflits locaux entre les propriétaires des résidences secondaires et ceux qui habitent à l'année. Julie, votre avis sur ce qui se passe à Chamonix ?
Alors, on parle de montagne, moi je vais aller plus loin, je parlerai des littoraux, je parlerai des îles. En fait, je vois pas pourquoi on va les sacrifier. C'est-à-dire les Français sont ravis de venir chez nous. Moi je suis armoricaine, je suis bretonne. On est envahis à partir du mois de mai parce que on vient chercher quelque chose. Alors il y a beaucoup de respect chez nous, mais on a drivé d'entrée de jeu. Et j'aimerais également attirer l'attention, il s'est passé une petite chose intéressante l'année dernière qui est la loi Airbnb, la loi Lemeur, qui avait été portée par Anaïg Lemeur. Elle parlait de 200 zones tendues dans certaines villes, et notamment les littoraux, les îles, les endroits touristiques. Il est tout à fait envisageable que finalement, sur les résidences secondaires, aujourd'hui, le Parlement s'en inspire. Bernard Cadot, quand une ville atteint 70%, voire plus, de résidences secondaires, comme c'est le cas à Chamonix, que devient le marché immobilier ? C'est ce qu'on appelle un booming market, c'est que les prix n'ont plus aucun sens. Vous avez Chamonix, vous avez d'autres stations de sport d'hiver dans les Alpes qui atteignent des prix absolument phénoménaux. Forcément, il y a cette pression-là, et puis cette pression, elle est également alimentée, et vous l'avez souligné dans votre commentaire, par le fait qu'il y a une partie seulement du territoire de la commune qui est constructible, pour des raisons qui sont des raisons topographiques, je dirais, liées à cette commune. Donc oui, forcément, il y a un prix. Et d'ailleurs, très souvent, lorsque vous allez dans ces belles régions-là, vous constatez que les habitants locaux sont obligés de s'exiler à 20, 30, parfois 40 km de la station en question pour trouver un logement qui soit compatible avec leurs moyens. Christophe Demerson, entre les surtaxes, les quotas Airbnb, les interdictions de construire, on n'est pas. Quand est-ce qu'on va basculer, selon vous, dans une atteinte véritable au droit de propriété ? Je pense qu'on y est déjà, l'atteinte au droit de propriété, et j'attends avec intérêt de voir ce qui va se passer avec la loi Lemeur, puisque j'attends de voir si elle va être déclarée constitutionnelle ou pas, puisque si on regarde attentivement ce qui se passe, c'est pas seulement contre les résidences secondaires que le législateur s'attaque d'une manière générale, c'est contre la propriété privée, puisque si vous regardez attentivement, même la résidence principale, elle est impactée avec des autorisations, un nombre de jours, etc. Et on peut même dire que vous avez une traque aux petits propriétaires qui est obligé de louer, parce que les Français moyens, les gens qui écoutent, les Français moyens, ils sont obligés maintenant, vu les taxes, ils sont obligés de louer leur résidence secondaire, ils sont obligés de louer leur résidence principale quand ils partent en vacances, parce que quand ils ont des taxes foncières qui font l'équivalent de 2 ou 3 mois de loyer, les salaires, ils n'ont pas fait les progrès qu'ont fait les taxes. Et donc les gens ils s'adaptent, et quand on s'adapte, en réalité le problème d'Airbnb que vous avez soulevé, c'est pas une cause, c'est une conséquence. Rapidement, Christophe, et je poserai la question également à nos 2 autres invités, est-ce qu'on n'est pas en train de criminaliser la résidence secondaire, ce mode de vie, comme on l'a fait par exemple un temps avec les 4x4 en ville ? Christophe. J'allais dire malheureusement si, le terme criminaliser peut-être pas trop fort. Et je pense que c'est dommage. Alors ça, il y aura des retours de balancier. C'est comme le nucléaire il y a 25 ans, on voulait le crucifier. Et puis aujourd'hui, on revient, et puis la sagesse revient. Mais j'allais dire, c'est terrible, parce qu'en réalité, il y a toute une économie touristique. Il y a des rentrées fiscales qui sont derrière. À l'époque, je me dis, quand j'étais étudiant, on voyait, il y avait la DATAR. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la DATAR, la direction du territoire. Et on retombe malheureusement toujours sur les mêmes travers, puisqu'il n'y a pas de vision, même à moyen terme. On prend la ville de Chamonix, mais s'il y avait quelque chose de fait d'intelligent, on pourrait avoir des petits villages autour qui pourraient être aménagés. Il y a des zones industrielles qui pourraient être élargies, faites intelligemment. Des endroits où personne ne va et veut aller, oui, mais parce qu'en réalité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport en commun. Et donc, en réalité, on empile des métropoles ou des sites touristiques qui sont prisés avec des déserts. Merci Christophe. Je vais prendre vos réponses tout à l'heure pour savoir si on criminalise les résidences secondaires, mais tout de suite on fait une petite pause sur l'info du jour.
L'info du jour vous est présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Et cette info du jour, ce sont les architectes français qui gagnent en moyenne 28% de moins que leurs confrères européens, selon une étude sur la profession en 2024, avec un revenu annuel ajusté d'environ 31 500 €, ils sont bien moins payés que les architectes chypriotes, polonais ou espagnols, malgré tout un marché de la construction important. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de miamiimo.com et l'équipe du Freud Group, votre expert depuis plus de 15 ans pour l'achat-vente résidentielle, location et investissement locatif à Miami. Miami Imo sur miamiimo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et de retour dans le Club Imo sur Radio J, on parle de résidence secondaire et on a l'impression que la résidence secondaire devient une cible morale. Est-ce qu'on n'est pas en train de criminaliser socialement ce mode de vie, comme par exemple on l'a pu le faire en ville il y a quelques années avec les 4x4 Bernard Cadot? Ce qui est certain, c'est qu'on oppose deux catégories de Français. Qui sont chacun dans leur case légitimes à revendiquer ce qu'ils revendiquent. Je suis propriétaire, on évoquait le droit de propriété, il est constitutionnel en France, il faut quand même le respecter. Et de l'autre côté, je travaille, j'habite une certaine région, je veux pouvoir me loger dignement et dans des limites raisonnables en termes de budget, et j'ai du mal à y arriver. Donc attention à ne pas opposer les gens les uns contre les autres, parce que ça, il y a des violences, et parfois des violences physiques, qui sont des dégradations de biens, etc., etc. Donc, attention à ça, parce que ça pourrait dégénérer, et je reviens toujours au même sujet, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de logements disponibles, soit des logements anciens rénovés, soit des logements à construire, dans des limites intéressantes et intelligentes, pour arriver petit à petit à remédier à ça, parce qu'il y a une vraie économie locale qu'il faut irriguer au travers de ces résidences secondaires. Julie Doirin, à votre avis, criminalisation ou pas ? C'est même pas une criminalisation de la résidence secondaire, c'est on criminalise le goût du travail, le goût de la réussite. C'est-à-dire avoir une résidence secondaire, on n'est pas forcément Crésus. J'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est une question qui revient et je pense que c'est important de la poser, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un nouveau statut de la résidence secondaire, ni principale, ni secondaire, justement, donc en fait, un nouveau statut de la résidence, tout simplement, mais partagé entre plusieurs ménages, entre location et occupation, enfin un modèle à encourager. Votre avis, Julie ? Mon cher Marc, ça existe déjà, et de plus en plus, en fait. On voit de fiscalement, plus en plus... c'est pas encore vraiment ça. Hein. Alors, c'est pas encore bordé, mais de plus en plus de jeunes ménages, et pas que jeunes, achètent en commun. Et finalement, ils montent une espèce de copropriété, finalement, dans la résidence secondaire. Mais ça existe déjà en France, et ça a le vent en poupe de plus en plus. Maintenant, il faut cadrer. Bernard Cadot ? Oui, y a un exemple ancien, c'était les fameuses résidences familiales, quand il y avait plusieurs enfants, où il y a une pseudo-règle de copropriété qui fait que la grande maison familiale dans laquelle on se retrouve pour les vacances, si on est plusieurs, on va déterminer des règles d'utilisation et d'occupation. Après, il y a effectivement de la co-acquisition. On en revient aussi à cette histoire de budget. Attention, bien sûr, financement. C'est de pouvoir le faire. Il y a aussi peut-être un substitut qui consiste à louer à des étudiants, parce que les étudiants, par définition, juillet, août, ils sont pas là. Ils sont pas là. En scolarité. De ce fait-là, il peut y avoir une espèce de mixité dans l'usage du bien entre l'allocation à des étudiants pendant la durée de la vie scolaire ou universitaire, et puis pendant les autres périodes de vacances, peut-être d'imaginer ces systèmes-là. Ça existe déjà, notamment à Paris, et ça fonctionne plutôt bien. Christophe Demerson, votre avis sur peut-être un nouveau statut un jour de la résidence ? Les notaires vont s'adapter et à cette demande, on voit qu'elle est très forte. Je dirais quand même, je ferai attention, c'est surtout par rapport, moi je dis que c'est une bonne idée, les étudiants et puis les gens qui logent. Après, il faut voir par exemple que dans les communes où c'est mis le permis de louer, à chaque nouveau locataire, il faut repasser un permis. Donc à côté de ça, on a une succession de réglementations qui s'empilent.
et qui fait que c'est contre-productif puisque vous avez plus la souplesse que le propriétaire trouvait, et il avait du bon sens. Vous prenez des étudiants d'école de commerce, et ils partent en vacances ou en stage au mois de juin, et naturellement il y avait des gens qui venaient à l'intérieur pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après il y avait un nouvel étudiant qui arrivait. Il faudrait peut-être revenir un petit peu, j'allais dire, au bon sens, et les choses pourraient peut-être rentrer dans l'ordre. Bernard Cadot, avec la montée du télétravail, notamment, certaines résidences secondaires deviennent quasi permanentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que peut-être la réglementation elle évolue aussi, justement pour permettre cette hybridation du logement? De manière générale, de toute façon, il faut que la réglementation, elle colle à la réalité des choses. Plus la réglementation est déconnectée et décorrélée, moins elle est comprise, plus on a envie, il faut le dire, peut-être de la contourner ou de s'en affranchir. Donc ça c'est un sujet. Après, c'est vrai qu'au moment du Covid, par exemple, il y a eu cette poussée, cet exode. Ce que j'appelle les villes cathédrales à 100 km autour de Paris, où on allait se réfugier à la campagne, et puis après, on se dit qu'on va en faire une résidence principale. Il y a aussi certains retours de bâton parce que au bout d'un moment, c'est pas forcément ce qu'on pouvait imaginer. On sait aussi maintenant que le télétravail, il en faut un peu, mais pas trop. On dit un Parisien un jour, Parisien toujours. Hein. Oui, mais c'est vrai, tout à fait. Et du coup, oui, il faut s'adapter. Bon, et fondamentalement, de quoi on est en train de parler là depuis tout à l'heure ? C'est de la liberté des uns et des autres de pouvoir jouir de leur propriété comme ils l'entendent, avec un cadre bien sûr général, mais voilà, c'est de ça dont on parle. Parce que si on veut rentrer trop dans le détail et si on veut mettre des catégories, des sous-catégories, on n'en sortira pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Julie, justement? Est-ce qu'il faut un cadre national plus lisible sur la résidence secondaire? Alors, j'aimerais bien. La problématique, c'est que j'ai plus l'impression aujourd'hui que nos élus sont préoccupés par les élections. On dit qu'un maire constructeur n'est pas un maire réélu. Les députés, on en a quelques-uns qui connaissent un peu le sujet, mais qui, dès qu'ils proposent quelque chose, c'est retoqué ou ça correspond pas du tout à l'attente des Français. Et puis, finalement, j'ai envie de vous dire que même si quelquefois ça frétille, ça s'arrête très rapidement. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas loupé un virage de régulation aujourd'hui en termes d'encadrement, d'incitation, de dialogue finalement? Et est-ce qu'on se retrouve maintenant à légiférer dans l'urgence? Est-ce qu'on va pas se retrouver là-dedans un jour? Alors moi j'ai envie de vous dire, l'immobilier n'est pas la priorité de notre gouvernement. On nous a abandonnés, on a abandonné les Français et un de ces 4, ça va se retrouver dans la rue. Le mot de la fin pour Bernard Cadot. Oui, ça se saurait si l'immobilier et le logement étaient la priorité du gouvernement. Il est vraiment temps que ça change. Bon, malheureusement, il y a des échéances devant nous et une situation politique qui fait qu'il est très compliqué de prendre des positions et surtout des positions durables sur une politique du logement. Merci à tous les trois, Bernard Cadot, ex-président d'Orpi, Julie Doirin, lobbyiste de l'immobilier, et à distance, Christophe Demerson, ex-président de l'UNPI. Merci à tous les trois. Voilà, le Club Immo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté par 123loger.com. Sur 123loger.com, les locataires postent leur profil et ensuite, ce sont les propriétaires qui prennent contact avec eux. 123loger.com, l'immobilier dans le bon sens. 123loger.com.